Comment trouver le bonheur? C'est la question dont la réponse est non pas 1 million, ni à 2 millions, ni à 3 millions, mais qui vaut bien tout l'or du monde. Être heureux, c'est ce à quoi nous aspirons tous. Mais voilà, le bonheur, personne ne le trouve. Comment atteindre le Saint Graal? Comment faire pour accéder à ce bonheur tant attendu? Le problème est d'autant plus complexe que partout on voit tout le monde qui semble être heureux. Si on regarde les réseaux sociaux et Instagram, qu'est-ce qu'on voit? On voit des photos de gens qui ont des corps magnifiques, dans des endroits magnifiques, en train de manger des choses magnifiques, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Nous, quand on regarde nous, on se dit que notre corps c'est de la merde, on est dans un endroit de merde, on est pas avec un corps extrêmement fit et on se sent plein de frustration, plein de peine, plein d'angoisse, plein de peur. Et d'autre part, la deuxième raison qui fait que ce problème est extrêmement complexe, c'est que dans la quête du bonheur, personne ne peut nous aider. On a beau lire des livres sur le développement personnel, on a l'impression que l'auteur parle depuis son point de vue subjectif et il n'est pas capable au fond de nous transmettre une version du bonheur qui pourrait nous convenir à nous, puisqu'il semble que le bonheur soit une affaire de soi à soi-même, une affaire individuelle. Donc personne ne peut nous apprendre ce qu'est le bonheur, c'est à nous de le trouver, et malgré nos efforts répétés, on se retrouve toujours face à un mur d'obstacles, de peur, d'angoisse et de peine. J'aimerais montrer d'une part pourquoi le bonheur est considéré comme une affaire de soi à soi-même. D'autre part, pourquoi est-ce que cette conception du bonheur, en réalité, nous éloigne du bonheur? Et enfin, pourquoi cette conception n'est pas indépassable et qu'il y a une autre alternative au bonheur? Le bonheur a une histoire. Ça veut dire que le sens du bonheur comme satisfaction personnelle et individuelle est une conception historiquement située. Je vais distinguer deux conceptions du bonheur, celle qui existait au Moyen-Âge et celle qui existe aujourd'hui au temps moderne. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passait? Au Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelle la fixité des rôles. La fixité des rôles, ça veut dire que les fils de forgerons deviendront forgerons, les filles deviendront mères au foyer et que les fils de chevaliers deviennent chevaliers. C'est-à-dire que le rôle sur notre terre et au sein de la société était déjà fixé par la société elle-même. Notre bonheur et le plaisir qu'on allait tirer de la vie venait de l'activité qui nous était déjà enseignée, activité qu'on allait absolument faire et qu'on allait absolument pas remettre en cause. Ce qui se passe dans la modernité, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle dit quoi? Elle dit que nous naissons libres et égaux en droit. Quand nous naissons libres et égaux en droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut occuper la place que l'on veut dans la société. Ça veut dire que pour être le roi, il n'y aura plus besoin d'être né d'une famille royale. Tout le monde peut devenir le roi. Ou, autrement dit, tout le monde peut devenir le président. Il ne faut pas être fils de président pour devenir président. En bref, notre rôle social n'est plus déterminé par notre naissance, mais par nos compétences. Cette conception de l'individu permet à tous et à toutes de trouver un projet individuel et de trouver sa place dans la société, non pas de manière fixée par une autorité, mais de manière personnelle et individuelle. Ça pose un nouveau problème. Le nouveau problème, c'est que l'individu est livré à lui-même dans les choix qui lui incombent pour trouver son bonheur. Ça veut dire que le bonheur dépend des choix de son activité quotidienne, des choses qu'il va mettre en place dans sa vie, qui vont ou non lui donner l'accès au bonheur. Le problème de ça, c'est que en réalité, il existe des milliards de manières d'être heureux. Certains sont heureux en jouant aux échecs, d'autres sont heureux en sautant en parachute, d'autres sont heureux en faisant le tour du monde, mais on est face à une pléthore de possibilités. Et peut-être que toi, ces possibilités-là, eh bien, ça te parle pas, ça t'enchante pas trop, et t'aimerais réussir à trouver ce qui, au fond, te fait toi plaisir. J'ai une mauvaise nouvelle, dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer ça. Dans cette vidéo, je vais plutôt te montrer pourquoi est-ce que l'idée du bonheur comme satisfaction individuelle n'est pas tout à fait adéquate. Mon argument est le suivant pour dire ça. Pourquoi est-ce que même s'il y a des expériences différentes du bonheur, pourquoi est-ce que tout le monde cherche la même chose? Pourquoi est-ce que tout le monde cherche à jouer à des jeux, à se divertir pour être heureux, à manger des choses sucrées, à faire l'amour? Bref, si chacun a son expérience et sa sensibilité, pourquoi est-ce qu'on cherche tous précisément cette expérience du plaisir et de la joie et qu'on retrouve de manière à peu près universelle dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, chez tous les êtres humains? Ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est la compréhension du mécanisme du bonheur, compréhension du mécanisme de bonheur qui te permettra de passer un maximum de temps en appréciant ce bonheur, en étant dans un état d'euphorie, en état heureux, et passer un minimum de temps dans cet état de peine, de tristesse, de frustration. Dans cette vidéo, il y a 3 choses que j'aimerais que tu comprennes. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ce n'est pas parce que le sens du bonheur est différent pour tous que son fonctionnement n'est pas le même pour chaque individu. En gros, ce n'est pas parce que
l'un joue aux échecs pour être heureux et que l'autre est salarié et travaille pour être heureux qu'ils font finalement une expérience si différente du bonheur que ça. Au contraire, le fonctionnement du plaisir est le même pour tous. Nous avons du plaisir quand des hormones sont déclenchées. Sans ces hormones, nous ne pouvons pas nous sentir heureux. Que seraient des émotions, comme le disait William James, sans un corps humain? Un pur esprit, si on peut imaginer ça, quelque chose qui serait que dans l'immatérialité, sans un corps humain terrestre, eh bien, probablement ce pur esprit-là n'aurait pas d'émotion. Alors, qu'est-ce qui justifie cette connexion entre notre bonheur et nos hormones? Pour faire simple, on possède un ensemble de glandes qui, sous l'effet de stimulus, produisent des molécules appelées hormones. Elles sont transportées à des cellules et déclenchent des processus spécifiques. Je vais prendre un exemple. Je vois un ours qui se rue vers moi. C'est un stimulus extérieur que mon corps perçoit. Et face à ce stimulus, mon corps va réagir. Et en réagissant, il va produire une hormone qui s'appelle l'adrénaline. Adrénaline qui va me permettre d'envoyer un message aux cellules. Cellules qui, sous l'effet de l'adrénaline, vont commencer à produire de l'énergie pour que je puisse courir et m'en aller très très vite. Dans le corps, il y a plusieurs types d'hormones. Et il existe très précisément 4 types d'hormones qui créent nos états d'euphorie et donc notre état de bonheur. Voici un premier tableau où on a les hormones d'un côté et les résultats que ça produit de l'autre. On voit bien, je vais pas décrire dans le détail, mais dopamine est lié au plaisir immédiat, endorphine au soulagement. Et la troisième chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est qu'il y a des activités qui vont déclencher à coup sûr ces hormones qui sont liées au plaisir que nous éprouvons. Alors avant de te dire que ça y est, on a retrouvé la recette magique pour le bonheur, eh bien j'aimerais dire que il ne suffit pas de déclencher des hormones du bonheur pour être heureux. Un exemple classique, c'est les addictions. Les addictions, ce sont des drogues, par exemple, qu'on va prendre, qui vont être des stimulus, qui vont créer une réaction chimique dans notre corps, mais cette réaction chimique, elle va retirer notre liberté, elle va dérégler notre système de récompense et va détruire petit à petit notre système cérébral, qui était la seule chose qui nous permettait d'accéder au bonheur. En résumé, on a compris que on veut atteindre le bonheur, que pour atteindre le bonheur, il faut déclencher ces hormones. Mais du coup, on ne peut pas le déclencher n'importe comment. Nous, ce qu'on voudrait, c'est 3 choses. D'une part, trouver des activités bien précises qui déclenchent nos hormones de bonheur, avec des actions qui ne nous tuent pas sur le long terme, et enfin, qui sont réellement bénéfiques pour nous et qui augmentent réellement notre plaisir. Alors, la réalité, c'est que ces activités existent et je vais t'en montrer quelques-unes. Alors, je te vois tout de suite, tu es sans doute déçu, tu te dis « Ah oui, le mec, en gros, il fait tout un raisonnement compliqué pour me dire que quand je me masse, ça crée de l'ocytocine, et à la fin, je suis heureux. Merci beaucoup, mais c'est de la merde. » Ce que je veux montrer en fait ici, c'est que toutes ces activités dans la sécrétion du bonheur, dans la sécrétion des hormones du bonheur, ne se valent pas. Pourquoi? En fait, je vais distinguer les activités qui déclenchent les hormones du plaisir en 2 types d'activités. On va avoir d'un côté les activités qui impliquent une récompense immédiate. Par exemple, quand je mange un donut, eh bien, j'ai la dopamine qui est sécrétée directement. Ça me fait directement plaisir. Et les activités, d'une autre part, plus exigeantes, qui demandent un effort avant que le plaisir arrive. Par exemple, quand j'apprends à faire du patin à glace. Quand on arrive à patiner, eh bien, on se sent heureux. Mais avant de réussir à patiner, on aura fait des chutes, on sera tombé au sol, on aura fait des choses qui ne n'auront pas rendu spécifiquement heureux. Mais suite à ce premier effort, on sera rendu heureux puisqu'on aura accompli quelque chose. Et dès lors qu'on est malheureux et qu'on connaît le fonctionnement et les 2 types d'usage qu'on peut faire des hormones, eh bien, on peut, d'une part, si on est frustré, se ruer sur un plaisir immédiat. Et par exemple, je suis malheureux avec mon boss, pour oublier ça, je vais prendre un peu de donut, ou bien je peux, si je suis malheureux avec mon boss, être frustré, eh bien je peux me lancer dans toute une série de démarches, par exemple lui envoyer un mail, écrire ce mail pour lui faire part de mon mécontentement et peut-être espérer à la suite qu'il me traite un peu mieux. Donc passer outre la frustration première et tirer plaisir de notre inconfort. Spontanément, on pourrait se dire, bah voilà, on va forcément valoriser la deuxième option puisqu'elle est plus exigeante et plus difficile et puis elle nous amène à nous dépasser plus, tandis que la première option nous mène directement à l'obésité. En réalité, on a ces 2 tendances en nous. Et valoriser une ou l'autre, c'est forcément tomber dans des pièges parce que, d'une part, pour la première, si on valorise le plaisir immédiat, on va chercher que à avoir du plaisir immédiat. Mais dans l'autre côté, si on valorise uniquement la deuxième, on ne va jamais s'autoriser à avoir du plaisir puisque on repousse toujours le plaisir à plus tard, à l'inconfort, à ce qui est difficile. Ce qui me semble dès lors pertinent pour une recette du bonheur, c'est de savoir alterner les 2. D'une part, s'attaquer à des moments où c'est difficile, où il va y avoir un inconfort, trouver le plaisir suite à l'inconfort qu'on a expérimenté. Et d'autre part, savoir savourer des petits moments, savoir savourer des plaisirs immédiats, savoir profiter de la vie. Mais il faut faire cela en gardant une hiérarchie, c'est-à-dire d'abord faire ce qui est difficile, ce qui est exigeant,
On aura le sentiment de dépassement de soi et ensuite on s'autorise à fêter ça avec par exemple un plaisir immédiat. Et puisque la théorie ne vaut rien sans la pratique, par exemple ce que je fais moi tous les jours au quotidien, c'est que j'essaie d'abord de faire des choses exigeantes. La première chose que je fais en me levant le matin, c'est ma routine matinale. Et pour moi elle est exigeante. Elle implique de faire des exercices de respiration, la douche froide, la méditation, bref un tas de choses qui sont un peu déplaisantes au départ mais qui me procurent une grande satisfaction. Et suite à cette routine matinale, je vais pouvoir par exemple écouter un peu de musique à la fin pour avoir un peu de plaisir. Et ensuite, quand j'ai suffisamment profité, je vais recommencer à faire une activité compliquée, par exemple écrire une vidéo, écrire un article. Évidemment, ce n'est pas parfait, je n'arrive pas à le faire tout le temps, 24 heures sur 24, en alternant parfaitement, de manière complètement équitable, ces deux dynamiques, mais ça me permet de garder un cap et une organisation et une manière de concevoir ma journée et de comment je conçois mon rapport au plaisir et au bonheur. Ceci me permet d'éviter les deux écueils dans lesquels on peut tomber, vouloir absolument tomber dans le plaisir facile et les récompenses immédiates qui vont nous amener à vouloir à chaque fois encore plus de plaisir, encore plus de récompenses, et l'autre écueil qui est de vouloir absolument faire des choses difficiles et ne jamais profiter de ce que l'on a, ce qui crée une situation d'insatisfaction permanente. D'une manière générale, ce qui peut être intéressant, c'est tous les jours de se mettre à une activité difficile qu'on pense qu'elle va nous rapporter, qu'elle va nous rendre heureux, et suite à cette activité difficile, faire une activité plus agréable qui nous rend profondément heureux et satisfait. C'est ainsi qu'on va pouvoir générer et contrôler de manière intelligente deux formes de plaisir, le goût de l'effort et le goût du réconfort. Le message que je veux transmettre dans cette vidéo est double. D'une part, si certaines activités génèrent du plaisir, c'est parce qu'elles sont liées à des hormones dans notre cerveau. Et enfin, avoir une vie épanouie pour moi, c'est savoir alterner des activités exigeantes et des activités moins exigeantes de plaisir immédiat qui nous permettent de construire un équilibre dans notre rapport au bonheur. Ainsi qu'on va pouvoir créer un cercle de bonheur optimal. Alors pour certains, mettre en place cette dynamique va peut-être paraître complètement évident, mais peut-être pour d'autres ça va paraître un peu moins évident. Si tu veux connaître d'autres activités qui boostent ton système de récompense, qui boostent tes hormones du bonheur de manière saine et efficace, je t'invite à t'abonner à ma liste mail où je détaille beaucoup plus de choses, où j'explique vraiment ma manière de faire, je vais un peu plus dans les détails, je donne d'autres éléments que je ne donne pas dans les vidéos parce que j'estime que le savoir que je propose, c'est un savoir qui mérite une attention particulière. Notamment dans les prochains jours, je vais essayer de détailler une activité qui booste toutes les hormones du bonheur en même temps. Et je discute de bien d'autres sujets et je te dévoile vraiment ma philosophie personnelle que j'appuie à chaque fois par des références philosophiques aux sciences humaines. De manière générale, j'y explique comment mener une vie libre et heureuse. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à le partager auprès de gens que tu penses qui seront vraiment intéressés. Je t'invite à t'abonner, mais uniquement si le contenu te plaît, sinon ça ne sert à rien de t'abonner. Et n'oublie pas de devenir qui tu es. Et on se retrouve demain dans ta boîte mail. À très vite. Et n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.